Je m'appelle Amanda, j'ai 35 ans et je suis maman de deux adorables jumeaux de 10 ans, Jacques et Emma. Après notre divorce il y a 2 ans, nous sommes retournés vivre chez mes parents. Au début, cela semblait une bénédiction lorsque je travaillais 12 heures par jour dans un hôpital pour enfants. Leur soutien était essentiel, malgré ma relation compliquée avec eux. Mais les choses ont commencé à changer lorsque mon frère, Steven, et sa femme, Melissa, ont eu leur premier enfant. À cette époque, mes enfants semblaient invisibles pour mes grands-parents. Je n'aurais jamais imaginé que nos propres proches puissent nous abandonner ainsi. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous indiquer où vous la regardez et de vous abonner pour suivre d'autres histoires vraies et dramatiques comme celle-ci. Lorsque mon ex-mari, David, et moi nous sommes séparés après 12 ans de mariage, j'ai eu l'impression que mon univers s'était effondré, non seulement émotionnellement, mais aussi financièrement. Nous avions bâti notre vie sur son salaire stable d'ingénieur informatique, tandis que je travaillais à temps partiel comme infirmière pour pouvoir m'occuper de nos enfants. Après le divorce, j'ai eu la garde partagée des enfants, j'ai reçu une petite retraite et j'ai été obligée de travailler à temps plein pour subvenir à mes besoins et à ceux des enfants. Mes parents, Martha et Richard, nous ont proposé de rester chez eux temporairement. Le temps que tu te remettes sur pied, m'a dit mon père en me tapotant l'épaule. Même si je savais que notre histoire était mouvementée, j'étais reconnaissante de leur soutien. Depuis mon enfance, j'ai toujours été une fille obéissante, toujours fidèle aux règles et faisant plaisir à tout le monde. Mon petit frère, Steven, était le chouchou de la famille, on lui pardonnait toutes ses erreurs. J'ai travaillé dur pendant 8 ans pour étudier la médecine, me spécialisant en pédiatrie, par amour des enfants. Mon parcours, même s'il n'était pas prestigieux, était stable et fiable. Steven a abandonné l'école, a créé une entreprise technologique avec l'investissement de ses parents et gagne aujourd'hui un salaire à 6 chiffres à 32 ans. Ce préjugé est tellement ancré dans la famille que je ne le remarque même plus. Jacques et Emma sont des enfants merveilleux aux personnalités très différentes. Jacques est très créatif, aime toujours dessiner ou bricoler, et est parfois sensible, ce qui lui rend la vie un peu difficile. Emma est énergique et forte, toujours déterminée à défendre ce qui est juste. Malgré les bouleversements du divorce et du déménagement, les enfants se portent bien. Au début, vivre chez mes parents semblait acceptable. Mes parents ont transformé le bureau en chambre pour les enfants, et je dormais dans le salon. Je contribuais aux factures de nourriture, je faisais la plupart des repas et j'aidais les enfants à respecter leur espace et leurs habitudes. Je travaillais 12 heures par jour, même de nuit, alors mes grands-parents m'aidaient à les accompagner à l'école. Mon objectif était d'économiser suffisamment d'argent pour payer la caution et le loyer dans un délai d'1 an afin de pouvoir déménager. J'essayais d'économiser, en faisant des heures supplémentaires dès que possible. Le logement dans mon quartier était cher, mais j'étais déterminée à offrir à mes enfants un foyer stable. Les choses ont pris une tournure dramatique lorsque Steven et Melissa ont eu leur premier fils, Ethan. La famille avait toujours privilégié Steven, mais avec l'arrivée d'un nouveau petit enfant, leurs préférences sont devenues trop évidentes pour être ignorées. La salle à manger principale a été transformée en chambre d'enfants, alors que Steven et Melissa possédaient leur propre maison de 4 pièces à l'autre bout de la ville. Du matériel coûteux n'était utilisé que lors des visites, et ma grand-mère a progressivement annulé toute aide prévue si Steven en avait besoin. Mon frère a besoin de plus de soutien maintenant, a-t-elle dit, car il est jeune parent. Ironiquement, j'étais mère célibataire depuis 2 ans, mais on ne considérait pas que j'en avais besoin. J'ai essayé de me montrer compréhensive, pensant qu'un nouveau bébé était toujours une joie particulière. Mes 2 garçons avaient été nos seuls petits-enfants pendant 10 ans, et peut-être savouraient-ils simplement la nouveauté. Je leur ai appris la patience et la gentillesse, en leur expliquant qu'Ethan avait besoin de plus d'attention parce qu'il était plus jeune. Le favoritisme a commencé par des détails. Des cadeaux de Noël plus chers pour Ethan que pour Jacques et Emma, des compliments sur sa ressemblance avec Steven, tandis qu'on disait souvent à mes 2 garçons qu'ils ressemblaient davantage à leur père. Ces petits détails ont créé une blessure indéniable. J'essayais de compenser en nous accordant des moments privilégiés. Quand nous étions libres, nous allions au parc ou regardions des films dans ma chambre. J'ai même commencé à dessiner un tableau d'épargne sur le mur de la salle de bain pour que les enfants puissent suivre leur progrès vers l'achat d'une maison. À quelques mois de la fin, je leur avais promis que nous aurions une nouvelle maison pour Noël. Mais à mesure que l'été avançait, l'ambiance à la maison devenait de plus en plus tendue.
Mes parents devenaient de plus en plus critiques envers mon style d'éducation, des portions de nourriture aux heures de coucher en passant par le temps passé devant la télévision. Pendant ce temps, Steven et Melissa étaient tout pardonnés, même s'ils arrivaient en retard au repas ou annulaient à la dernière minute. J'étais sur la corde raide, essayant de protéger mes enfants de ce favoritisme flagrant tout en essayant de maintenir la paix avec mes grands-parents. J'avais besoin de leur aide, car je ne pouvais pas tout gérer seul, travaillant et élevant mes enfants. À la fin de l'été, mes économies avaient augmenté et je pensais pouvoir louer un 2 pièces d'ici novembre. Encore 3 mois, me suis-je dit, et je serai patient. Mais les choses ont empiré avant la fin de ces 3 mois. En septembre, Steven a eu une réunion de famille privée chez mon père. Lui et Melissa étaient assis à la table de la cuisine avec Ethan, qui portait une tenue qui coûtait probablement autant que ma semaine de nourriture. Nous avons de bonnes nouvelles, a annoncé Steven en regardant ses parents et non moi. Nous rénovons la maison dans laquelle nous vivons, dont nous parlons depuis longtemps. Ma mère a applaudi de joie, et Melissa a ajouté. Nous aurons besoin d'un endroit temporaire où loger pendant les travaux, ce qui prendra environ 6 à 8 semaines. Mon père a immédiatement hoché la tête. Nous serons là, c'est sûr. Il y a plein de place. Avant que je puisse réagir, ma mère m'a regardé d'un air sévère. Les families sind tradent, Amanda. Ce n'est que temporaire. Personne ne m'a interrogé, personne n'a pensé à ce qui arriverait à mes enfants. On m'avait promis un endroit à moi, un endroit sans dépendance à long terme, et maintenant j'étais poussée dans une existence temporaire et indéfinie. Steven et Melissa ont emménagé le week-end suivant. Mon père les a aidés à installer le lit d'appoint d'Ethan dans sa chambre, un objet qu'il ne m'avait jamais aidé à monter à notre arrivée. Ma mère a vidé un placard pour les affaires de Melissa, tandis que les miennes sont restées dans une valise pendant des mois, jusqu'à ce que j'achète les miennes. Le malaise a été immédiat. On a demandé à Jacques et Emma de se taire pendant la journée parce que Ethan avait besoin de dormir. Alors qu'ils jouaient avec Melissa dans le salon. Leurs jouets étaient considérés comme du désordre, rangés, et la télévision diffusait les émissions préférées de Melissa, même si mes enfants avaient eu droit à 1 heure de visionnage après l'école. Un soir, en rentrant d'une longue journée de travail, j'ai trouvé Emma assise seule dans le jardin, le visage sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas, Emma ?» ai-je demandé, assise à côté d'elle. Grand-mère disait que je faisais trop de bruit en sautant à la corde, a-t-elle dit en tremblant. Mais Ethan ne dormait pas, il jouait avec tante Melissa. Cette semaine-là, Jacques est rentré tout excité pour montrer son projet de peinture qui avait été sélectionné pour représenter l'école lors d'une grande exposition. Lorsqu'il l'a remis à grand-mère, elle a fait un geste dédaigneux de la main. « Pas maintenant, je choisis des rideaux pour Melissa. » J'ai regardé son visage se dégrader, endurant stoïquement la situation. Ce soir-là, j'ai essayé de parler à mes parents du traitement injuste de leurs enfants, mais mon père les a seulement critiqués, les qualifiant de « trop sensibles ». J'ai demandé une attention raisonnable, ai-je dit, mais Steven emmenait Ethan à la garderie le matin, Melissa le récupérait l'après-midi, et ils n'ont rien exigé pendant qu'il était à l'école. Ma mère soupira et dit sans détour. Tu as toujours été jaloux de ton frère. Tu ne t'en remettras jamais. J'étais sans voix, figée. Il me voyait comme une personne jalouse, pas comme une mère cherchant à protéger son enfant. À partir de là, la situation s'est aggravée. Melissa réorganisait les appareils électroménagers, se plaignait des collations saines que je lui achetais et la laissait faire la lessive. Steven traitait la maison comme son propre jardin, organisant souvent des réunions de groupe pour regarder des matchs de foot sans demander l'avis de personne. Un jour, j'ai entendu mon père et moi discuter d'argent. La maison risque de prendre plus de temps à réparer, l'entrepreneur a trouvé un problème avec les fondations. Reste ici, traite-la comme si c'était ta maison, a répondu mon père. J'ai contribué financièrement, cuisiné et fait le ménage, mais on m'a dit que vivre là-bas était une condition. En revanche, Steven et Melissa, qui gagnaient tous deux leur vie, n'ont rien donné. Le plus brutal a été le dîner d'un dimanche début octobre. Ma mère a préparé tous les plats que Steven aimait, ce que mes 2 garçons n'ont guère apprécié. Quand Jacques lui a poliment demandé s'il y avait autre chose, elle l'a traité d'ingrat. Avant, on mangeait selon nos rations. A-t-elle insisté? Plus tard, Ethan a jeté son assiette par terre, et toute la famille a ri. Melissa a expliqué que c'était un acte d'exploration pour lui et qu'il ne prenait même pas la peine de ranger. Mon fils a été frappé par cette malhonnêteté.
Pourquoi Ethan peut-il jeter de la nourriture et moi pas demander du pain? Je l'ai serré dans mes bras, ne sachant comment répondre de manière convaincante. Cette semaine-là, j'ai découvert que les photos de Jacques et Emma sur le réfrigérateur avaient été retirées pour laisser place à un emploi du temps et à des photos d'Ethan à la garderie. Quand j'ai interrogé Mélissa, elle m'a répondu: « Il faut garder ces informations à portée de main, personne ne s'en offusquera. » Mes enfants n'aimaient plus l'espace partagé à la maison et se réfugiaient dans leur petite chambre, où ils pouvaient gérer la leur. J'ai commencé à les emmener à la bibliothèque après l'école, espérant qu'ils y trouveraient un endroit sûr où ils ne se feraient pas gronder à chaque instant. Une collègue a vu ma fatigue et m'a interrogée. Je lui ai tout raconté, et elle a commenté: « Tu crées un endroit où ton fils et ta fille ne sont pas désirés, tandis que la famille de ton frère est traitée comme des invités. » Ces mots m'ont réveillée, réalisant que j'étais tellement habituée à l'injustice que je la tenais pour acquise. Ce soir-là, j'ai pris rendez-vous avec mon agent immobilier. Je lui ai clairement fait comprendre: il faut que je sorte les enfants de là, au plus vite. Mi-octobre, la situation était à son comble. Un jour, en rentrant tôt du travail, je les ai trouvés blottis sur le canapé, les yeux rougis. Ma mère et Mélissa sirotaient du thé, comme si de rien n'était. J'ai demandé à ma fille: que s'est-il passé? Emma a pleuré et m'a dit qu'elles avaient déménagé toutes leurs affaires au sous-sol. Jacques a dit: il a dit que toi et ta sœur deviez y aller parce que la famille de Steven avait besoin d'un endroit où vivre. J'étais en colère, j'ai essayé de calmer et de réconforter les enfants, puis je suis allée demander à ma mère. Elle a fermé les yeux et m'a répondu comme d'habitude: tu es rentrée tôt. Pourquoi les affaires des enfants sont au sous-sol? Mélissa, calmement. Il va falloir s'adapter. Steven et moi avons besoin du bureau et de la chambre d'Ethan. Si tes parents peuvent vivre au sous-sol, ce sera parfait. J'étais choquée par une telle cruauté. Le sous-sol était humide et froid, avec une seule petite fenêtre qui ne s'ouvrait pas, et il y avait des signes de dégâts des eaux. Jacques était asthmatique, et je l'avais prévenu des centaines de fois des dangers, mais mon père trouvait que j'exagérais. Steven conseilla froidement à mon fils de persévérer, car les enfants qui vivent dans des conditions pires grandissent très bien. Mélissa acquiesça, sachant qu'elle avait grandi dans une grande maison confortable. Aucun des quatre ne manifesta de sympathie ni de remords. Je suis retournée au salon, les enfants m'ont regardé comme s'ils cherchaient protection. À cet instant, j'ai su que je devais agir. Les regardant avec un regard innocent et hagard, j'ai dit sans détour: fais tes bagages. Maman t'emmènera ailleurs. Ils m'ont regardé avec surprise, mais j'ai hoché la tête. J'avais pris ma décision. Juste à ce moment-là, mon père est entré et m'a grondé pour avoir fait des histoires sans raison. J'ai souri doucement et les réconforté. Ce n'est pas vrai, papa. Tu m'as déjà dit où sont maman et les enfants dans la maison. Nous méritons d'être mieux traités. Maman a également protesté. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas quitter la maison, pour une si petite chose. Steven a ricané: n'en fais pas tout un plat. J'ai répondu froidement: ce n'est pas une mince affaire. C'est un manque de considération pour moi et mes enfants, un gaspillage. Maman et papa ont déplacé mon fils et ma fille dans un endroit dangereux, puis ont clairement fait comprendre qu'il avait la priorité parce qu'il était l'enfant de mon frère. Tout le groupe était silencieux. J'ai regardé maman droit dans les yeux. Comment comptes-tu expliquer la phrase: d'autres petits-fils méritent un meilleur endroit? Elle ne répondait pas souvent. Emma et Jacques sont rentrés dans la chambre, portant de petits sacs à dos et quelques objets précieux. On est prêt? A dit Emma d'un ton ferme. J'ai gardé mon calme et j'ai dit: prends l'essentiel, on s'occupera du reste plus tard. Ma mère a crié: qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas partir sans obtenir gain de cause. Steven a interrompu: on va en discuter. J'ai insisté: mes enfants ont appris leur place dans la famille. J'en ai assez des disputes. Mes enfants passent en premier. Je les ai aidés à décharger la voiture, tandis que la famille regardait de l'extérieur, attendant la suite. Alors que je démarrais le moteur, ma mère s'est précipitée vers la portière. Amanda, n'en fais pas trop. On verra ça en rentrant. On en reparlera demain. J'ai gentiment décliné. Je reviendrai demain chercher les affaires. Pour aujourd'hui, on part. Rentre et tais-toi. Mon père m'a menacé avec colère. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à revenir. J'ai simplement levé les yeux en silence. J'ai abandonné cet espoir depuis longtemps. Les enfants semblaient inquiets,
Mais en même temps, ils avaient une lueur d'espoir. En chemin, Emma a demandé doucement, « On déménage vraiment, maman ?» J'ai souri. « On a une maison, on emménage dans une semaine. Et ce soir, on dormira chez Nancy. » Emma a demandé, « Parce que mes grands-parents nous traitaient comme ça. » J'ai répondu honnêtement, « Oui, parce que nous méritons le respect et l'amour, pas ce que nous avons là-bas. » Nous sommes arrivés chez Nancy et avons été chaleureusement accueillis. Les enfants ont mangé leur glace à contre-cœur, et je les remerciai pour sa gentillesse. « Tu as bien fait, Amanda » a dit Nancy. « Fixer des limites en famille n'est pas facile. » J'ai confié avec tristesse, « J'aurais aimé le savoir plus tôt. » Elle a plissé les yeux. « L'important, c'est que tu le fasses maintenant. » Cette nuit-là, en écoutant les enfants dormir profondément dans leur étrange chambre, j'ai ressenti une étrange paix après tout ce tumulte. Le lendemain, en appelant au travail, j'ai demandé la permission de m'occuper de faire les cartons de la vieille maison. Les enfants ont insisté pour venir avec moi, je voulais qu'ils soient témoins de cet événement important. Quand j'ai rencontré mes parents, il m'a reproché d'être folle. D'être partie. J'ai répondu, non, on est juste venu chercher nos affaires. Ma mère était triste, ses yeux profondément marqués par les traces de sommeil qui la faisaient souffrir. Steven et Melissa n'étaient pas là, ils allaient au parc avec Ethan. J'ai dit aux enfants de préparer leurs affaires comme indiqué, en n'emportant que ce qu'ils aimaient. Ma mère m'a accusé de faire du mal à la famille, et mon père m'a reproché d'être jalouse de Steven. J'ai calmement nié. Ce n'est pas de la jalousie. Je le protège de l'abandon et du traitement de figurants. Je suis montée voir les affaires de mes enfants, puis je me suis disputée avec mes parents à propos des risques sanitaires du sous-sol. Alors que nous étions sur le point de partir pour la voiture, mon père m'a demandé précipitamment, « Où allons-nous avec tout cet argent ? Comment gagner suffisamment d'argent en tant qu'infirmière ?» J'ai répondu franchement. Je travaille dur 12 heures par jour avec un salaire stable, j'ai un bon dossier de crédit et j'économise assez pour le loyer. Ma mère était sceptique. Les maisons sont chères, comment puis-je en trouver ? J'étais confiante. J'ai un réseau d'amis, je sais me débrouiller. Nous avons fait de nombreux allers-retours, chargeant des choses dans la voiture dans le silence de notre ancienne famille. Avant de partir, j'ai revu ma mère dans la cuisine, elle préparait du café comme un robot. Je lui ai dit au revoir, nous partons. Les yeux de ma mère étaient rouges. Je ne comprends pas pourquoi nous avons fait ça. Nous sommes une famille. J'ai dit doucement. Nous ne sommes que des parents par le sang si nous ne nous respectons pas. Mes enfants souffrent depuis longtemps. Elle est restée silencieuse, le regard perdu dans le vide. Quand j'ai répété, les autres enfants méritent mieux, elle n'a pas pu répondre. À la porte, mon père a essayé de me retenir. Tu avais tort. Leiston Orgwaltia Vugler. J'étais impuissante. Pour la première fois, j'ai pensé à faire passer mes enfants avant l'acceptation de mes parents. Merci, je m'en vais. Les enfants se sont dit au revoir, confus. Je voyais bien qu'ils ne comprenaient pas leur douleur. En sortant, Emma a demandé, « Reverrons-nous encore nos grands-parents ?» J'ai gentiment répondu, « Oui, mais seulement si on nous respecte. » Quelques jours plus tard, vivant chez un ami, cet espace paisible a permis aux enfants de retrouver le sourire. Je me suis concentrée sur mon travail et me suis préparée à emménager dans une maison louée. Ma nouvelle vie a commencé à prendre un tournant positif. Finalement, Steven et Melissa ont eu du mal sans moi pour les tâches ménagères et la garde des enfants. Ma mère était épuisée par les soins qu'elle devait apporter à Ethan et à la maison. Nous avons gardé contact avec notre ancienne famille, mais nos limites étaient plus claires. Les enfants étaient beaucoup plus heureux. Jacques s'est rétabli, a appris à dessiner, Emma excellait dans l'orchestre de l'école et avait beaucoup PL.